Donc la Chine, pour remettre quand même là aussi les chiffres en perspective, c'est aujourd'hui entre 19 et 20% du PIB mondial. Dans un indice action international, c'est 3 ou 4% de l'indice. D'accord ? Les États-Unis, c'est 22% du PIB mondial, c'est 70%. À notre sens, aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'argent aux États-Unis et la désaffection par rapport aux actions chinoises ne fait aucun sens par rapport à cette part du PIB venant de la Chine que j'évoquais à l'instant. Celle qui mise fortement sur la Chine, c'est Céline Piquemal-Prade. Cette gestionnaire de fonds très expérimentée a passé 20 ans à la tête de Comgest, qu'elle a vu grandir de petits joueurs sur la place parisienne avec 1 milliard d'euros sous gestion à un grand nom international de la gestion de portefeuille avec plus de 40 milliards d'euros placés dans les marchés. Issue d'une famille d'économistes, Céline Piquemal-Prade est bercée depuis son enfance par les histoires économiques et financières, comme la crise de 1929 ou celle des tulipes aux Pays-Bas. Aujourd'hui, elle est à la tête de son propre fonds de gestion. Et vous allez l'entendre dans ce nouvel épisode de Tracker, ses choix peuvent parfois donner des sueurs froides à ses clients. Je suis Salim Nesba et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Bourse du journal L'Écho. Cette semaine, il s'agit donc d'un Tracker Plus. Et dans cet épisode, nous aborderons aussi les différences qu'il y a entre le fait de gérer l'argent des autres et de gérer ses propres investissements. Céline aura aussi une question à vous poser. Restez attentifs jusqu'à la fin de l'épisode et rejoignez notre groupe Facebook Les Trackers de l'Écho pour donner votre avis. Sans plus attendre, nous allons écouter Céline Piquemal-Prade nous raconter ses premiers pas dans le monde de la finance, accompagnée d'un mentor qui façonnera sa vision toute buffettienne de l'investissement. Alors que j'avais 18 ans, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Jean-François Canton, qui était un des gérants qui émergeait sur la place de Paris et qui avait créé une petite société de gestion qui s'appelle Comgest. Et ce monsieur a accepté de me rencontrer alors que j'étais toute jeune pour m'expliquer ce que c'était que d'être gérant d'actifs, parce que c'est ce que je voulais faire de ma vie, mais j'avais jamais rencontré quelqu'un qui le faisait vraiment. Ça a été une très belle rencontre. Et ensuite, il m'a épaulée quand j'ai commencé à travailler. Il m'a dit « il faut que tu partes à l'étranger ». Donc je suis partie à Londres, travailler chez Morgan Stanley en analyse financière. Et puis après, il m'a conseillé aussi d'aller travailler dans les entreprises pour voir ce qu'elles faisaient. Et c'est comme ça que j'ai fait du conseil en stratégie chez McKinsey pour voir, parce que l'entreprise, l'économie, c'est pas seulement des chiffres derrière un bureau, c'est aussi des usines, c'est aussi des hommes, et les décisions stratégiques, elles ont des conséquences véritables sur la vie des gens au final. Et donc ça, c'était très très intéressant. Donc voilà, et puis ce monsieur, donc Jean-François Canton, qui avait créé Comgest en 87, en 2002, m'a proposé de venir le rejoindre chez Comgest, qui était une petite boutique qui faisait de plus en plus parler d'elle sur la place de Paris. Et dans cette boutique, vous aviez une approche très claire, parce que Jean-François Canton avait créé Comgest avec Védich Van Goedeker, et il voulait appliquer au marché européen et asiatique ce que Warren Buffett avait appliqué aux actions américaines. C'était un grand monsieur et quelqu'un qui avait une sacrée vision de ce que c'était que d'investir. Et c'est son enseignement qu'il voulait appliquer, avoir une approche très long terme, patiente, pour investir sur les actions européennes et asiatiques. Et à l'époque, ça n'avait pas été fait. Donc c'est ce qu'ils ont fait avec Comgest. Et ils m'ont proposé de les rejoindre pour le développer à l'échelle internationale. Et donc, c'est ce que j'ai fait depuis maintenant quasiment 25 ans. Travailler avec cette approche buffettienne sur les actions internationales. Et je l'ai fait grâce à eux, puis en lançant ma propre société de gestion il y a maintenant 5 ans. Et alors des bonnes fées qui aident aussi à passer des périodes assez troublées de la finance, parce que on est avec l'éclatement de la bulle Internet, on est avec le 11 septembre, c'est des débuts assez rock'n'roll. Mais c'est là où on apprend le plus. C'est souvent ce que je dis à mes enfants, c'est dans l'échec qu'on apprend, c'est dans les mouvements, dans les moments difficiles qu'on
qu'on comprend un peu mieux comment est-ce qu'on aurait dû réagir ou comment est-ce que ça ferait du sens de le faire à l'avenir. Et effectivement, moi j'ai commencé à travailler en 98, donc chez Morgan Stanley en analyse financière, et première expérience, directement, j'étais analyste acier-mine, et c'était très instructif parce que mon téléphone ne sonnait jamais. Alors que mes camarades qui étaient sur la tech et les télécoms avaient un téléphone qui sonnait en permanence. Donc la frustration d'abord de se dire mais c'est pas possible quand même, mes sociétés sont pas si nulles, pourquoi personne ne s'y intéresse ? Et puis après comprendre que oui, il y a des moments de marché où on peut avoir de l'euphorie et des bulles, qu'il faut juste avoir l'intelligence d'être patient et d'attendre, mais que par contre après, quand ça claque, il faut savoir saisir l'occasion et être au rendez-vous, être prêt. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient prêtes en 2000 pour s'intéresser à autre chose que la tech et la technologie. Donc c'était très instructif. On dit souvent que quand on parle d'un actif financier partout, à la boulangerie, à la boucherie, chez le coiffeur, c'est qu'il y a peut-être anguille sous roche. Et là, c'était une époque où les valeurs liées à l'Internet, liées à l'économie numérique, il y en avait qui avaient explosé, AOL, Netscape, et j'en passe. Et même certaines qui sont encore actives aujourd'hui, mais d'autres qui ont complètement éclaté. Et donc, les téléphones sonnaient parce que tout le monde en voulait. Voilà. Tout le monde en voulait. Cisco, France Télécom, Intel, Microsoft déjà à l'époque. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que les comportements humains, et c'est là où ça rejoint un peu ma passion pour l'histoire, à travers les siècles, se reproduisent. On a toujours envie de croire qu'on vit quelque chose de différent, d'unique, que personne d'autre n'a vécu, qu'on a trouvé enfin la pierre philosophale ou la façon de devenir riche à tous les coups. Eh bien non, en fait, il y a forcément, il y a eu les chemins de fer, il y a eu des personnes qui ont cru que la richesse viendrait effectivement des télécommunications. Aujourd'hui, il y en a qui sont certains qu'en investissant dans l'intelligence artificielle, on fera forcément fortune. Mais la vie, c'est plus compliqué que ça, parce que quand il y a beaucoup d'argent investi au même endroit, la rentabilité de cet investissement décroît. Et donc, il y aura évidemment des gagnants, mais aussi des perdants. Et ça, c'est difficile à admettre, parce qu'on est convaincu qu'on est sur le bon créneau. Et il ne suffit pas, dans l'investissement, d'être sur le bon créneau. Il faut être sur le bon créneau, avec les bons acteurs au bon moment. Et personne n'a encore de boule de cristal pour connaître avec exactitude le bon moment. Voilà. Rappelons aussi que chez les gestionnaires d'actifs, il y a une grande différence par rapport à ceux qui font du stock picking, c'est qu'on ne gère pas son argent, on gère l'argent des autres, et qu'au niveau du comportement, on est peut-être plus précautionneux. Qu'est-ce que vous avez appris au début de votre carrière par rapport à cet aspect-là ? Tout à fait. C'est effectivement une très grosse responsabilité que de se voir confier de l'argent. C'est souvent le travail d'une vie. C'est l'argent qui vous permettra de financer votre retraite. C'est l'argent qui va vous permettre de financer les études de vos enfants, de vos petits-enfants. Donc, c'est une très forte responsabilité. Pareil, quand vous travaillez pour des fondations, s'ils ont eu beaucoup de peine à collecter cet argent par la philanthropie, et cet argent, il est là pour financer des œuvres, des écoles, des endroits pour soigner. C'est très important. Et je pense que, voilà, on n'a pas forcément conscience qu'on a une image de la finance qui est très négative, mais investir de l'argent, si vous le faites correctement et que vous êtes responsable, c'est permettre aux personnes qui vous l'ont confié de l'utiliser comme elles voulaient l'utiliser et de le faire fructifier à bon escient. Et ça, c'est très très important pour moi en tant qu'investisseur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'effectivement, mais on n'est pas là pour prendre des risques inconsidérés. On est là pour offrir la meilleure rentabilité possible en limitant au maximum le risque de perte. Et pour faire ça, il faut faire son travail de façon extrêmement disciplinée. Parce qu'effectivement, dans notre métier, la tentation est grande de penser qu'il suffit de jouer. Vous êtes au casino, on met tout sur le rouge parce que c'est la couleur du moment, et puis après on va tout mettre sur le noir parce que c'est la nouvelle couleur.
Investir, c'est pas jouer, c'est se voir confier, comme je vous le disais, de l'argent qui compte beaucoup pour les personnes qui vous l'ont confié, et faire en sorte que dans 10, 15, 20 ans, quand ils auront besoin de cet argent, ils en auront plus que ce qui vous avait confié en ayant limité au maximum les risques de perte en capital. Avant de voir comment et dans quoi Céline Picmal-Prade investit, revenons un instant sur son parcours professionnel, qui, comme je vous le disais dans l'introduction, a connu un virage important lorsqu'elle a quitté Comgest pour lancer son propre fonds. En filigrane de son expérience, nous allons à présent mieux comprendre la différence qu'il existe entre la gestion de son argent et celle de l'argent des autres. Moi, je suis partie dans une aventure entrepreneuriale en 2003, quand j'ai rejoint Jean-François Canton. Et chez Comgest, on a vécu une période formidable. On est passé de 1 milliard à 42 milliards sous gestion. On est passé de quelques personnes à plus de 200 personnes qui travaillaient ensemble. On a ouvert des bureaux à travers le monde. Le seul problème, c'est que quand vous passez de quelques-uns à 200 et plus de 200 personnes, et que vous gérez plus de 40 milliards, vous avez des personnes qui vont venir contrôler la façon dont vous gérez les actifs et de la façon dont vous raisonnez. Et vous perdez, au fil du temps, la liberté d'approche, la liberté d'investissement que vous aviez quand vous étiez un petit investisseur qui était uniquement guidé par sa volonté de surperformer les marchés financiers. Le travail devenait moins enrichissant et surtout, nous avions peur de perdre cette capacité à être libre et décalé. Et c'est pour ça que nous avons décidé, avec Vincent Autonne, qui était mon associé sur les actions internationales, de repartir pour créer notre société de gestion indépendante en ayant une ligne directrice claire. Nous avons dit dès le début, ça sera une petite boutique, nous ne ferons qu'un seul fonds, nous investissons notre patrimoine dans ce fonds et nous voulons avoir la possibilité de faire une véritable gestion active. Et pour nous, c'est un véritable challenge aujourd'hui parce que, comme vous le savez, la gestion active est en train de mourir. La gestion passive, donc la gestion indicielle pour nos auditeurs, est en train de prendre des parts de marché énormes. C'est quasiment aujourd'hui 60% du marché de l'investissement, ce sont des trackers, parce que effectivement, il y avait beaucoup de fonds qui sous-performaient de façon structurelle. Donc les clients ont dit pourquoi aller payer des gérants qui analysent des entreprises ? C'est pas la peine. Donc investissons sur des indices. Et donc la gestion active, la capacité à aller chercher de la surperformance en sélectionnant des valeurs, a été perçue comme de moins en moins attractive. Mais nous sommes convaincus qu'il y a beaucoup de valeurs à donner aux investisseurs si vous faites de la gestion active de façon rigoureuse et disciplinée et en toute liberté. Et alors ça permet aussi, dans ce type de structure, de marquer encore plus fortement vos convictions, notamment d'être réfractaire à la tech. Tout à fait. Ce qui est très difficile dans notre métier aujourd'hui, c'est cette pression du tracker. Et nous sommes convaincus que pour créer de la valeur, vous devez être libre d'aller chercher des sociétés intéressantes à un prix raisonnable en vous détachant complètement des étiquettes. Si vous remettiez en 2008, tout le monde, votre chauffeur de taxi, vos collègues, tout le monde ne parlait que d'une seule chose, les pays émergents. Les pays émergents étaient l'Eldorado de l'avenir. Il fallait absolument aller investir en Chine, en Inde, au Brésil, dans les BRICS. Oui. Et je n'entendais pas grand monde me parler à l'époque du fait que la technologie serait de retour, que nous aurions le développement du cloud et qu'il fallait s'intéresser à des sociétés comme Microsoft ou Google. Eh bien, à l'époque, avec Vincent Autonne, nous avions travaillé sur les sociétés technologiques et nous avions fait rentrer des sociétés comme Microsoft, Oracle, Google dans notre portefeuille, alors que nos clients étaient totalement choqués. Parce que nous étions toujours en train d'assimiler, de digérer, je dirais même, le choc de 2000. Et pour les investisseurs de 2008-2009,
les valeurs technologiques étaient perçues comme des valeurs extrêmement risquées, des valeurs extrêmement sensibles à l'environnement économique et n'étaient pas du tout visualisées comme des sociétés d'avenir ou des sociétés dans lesquelles des gérants tels que nous l'étions, c'est-à-dire des gérants qui cherchent à préserver le capital sur le long terme en minimisant le risque, comme je vous le disais tout à l'heure, devaient investir. Nous sommes montés jusqu'à 35%, 40% de nos fonds investis dans des sociétés technologiques, donc des grands leaders avec un avantage compétitif fort. Aujourd'hui, nous n'avons plus du tout d'exposition à ces valeurs technologiques. Ça ne veut pas dire que nous pensons qu'il n'y a plus de consommation technologique dans le monde. Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment, à notre avis, différent, dans lequel il y a eu beaucoup d'argent investi dans ce secteur en particulier, dans lequel la concurrence est beaucoup plus rude que par le passé, notamment la concurrence internationale. Regardez ce qui se passe en Chine avec des sociétés comme Dixit. Nous ne savons pas aujourd'hui quelle entreprise sera meilleure que l'autre. Nous savons, à l'inverse, que les valorisations sont très élevées et que la visibilité est faible. À l'inverse, il y a d'autres secteurs du marché ou d'autres géographies qui sont totalement délaissées et qui représentent un terrain de jeu très attractif pour des investisseurs comme nous, comme l'était la technologie en 2008. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc par exemple, aujourd'hui, on a peut-être 40% du fonds investi sur un pays qui s'appelle la Chine. Eh bien, j'ai beaucoup de clients à qui ça donne des sueurs froides, parce qu'ils me disent « Mais Céline, vous vous mettez à 40% sur le pays le plus risqué du monde. » Eh bien, je leur dis « Écoutez, je pense pas que ça soit le pays le plus risqué du monde. Je pense qu'à l'inverse, compte tenu des valorisations que vous avez sur ces sociétés leaders cotées à la bourse de Shanghai ou de Hong Kong, vous avez une marge de sécurité très forte en tant qu'investisseur de long terme. » C'est l'heure à présent de scanner le portefeuille de Céline Picmal-Prade. Et petit rappel, comme elle le dit, son portefeuille personnel est intimement lié au fonds d'investissement qu'elle gère. Quelle a été votre première expérience avec les marchés ? Quand est-ce que vous êtes devenue investisseuse à titre personnel ? Je pense que tout simplement, un des premiers dossiers sur lesquels j'avais dû travailler, c'était Johnson & Johnson, qui est toujours une société que j'ai en portefeuille, parce que Johnson & Johnson, c'est une société qui a eu une progression de ses bénéfices et de ses dividendes depuis, je crois, 50 ans. Donc, ils ont différents métiers. Ils sont à la fois dans la pharmacie, dans les produits de consommation. Et cette société, grâce à la diversité de ses métiers, a réussi à croître par tout temps, par tout environnement économique. Et donc, c'est pas un dossier qui fait rêver, mais c'est un dossier avec lequel on a pu dormir et vivre pendant 25 ans. Avant d'aller plus loin dans la composition de son portefeuille, je voulais vous dire qu'on publie ce vendredi un épisode bonus sur sa méthode pour sélectionner les valeurs qu'elle a en portefeuille, une sorte de tutoriel pour trouver un château fort à la façon d'un certain Warren Buffett. Et vos investissements personnels sont assez liés à votre fonds professionnel. Tout à fait. Donc effectivement, l'investissement étant ma passion, je décide comment investir le patrimoine de ma famille et celui de mes enfants. L'idée est d'avoir un patrimoine qui soit, encore une fois, porté dans le temps, avec un objectif d'investissement à horizon 10, 15, 20 ans. En constituant ce patrimoine, il y a une première chose qui me semble évidente à avoir en tête, c'est que la meilleure performance que vous puissiez avoir sur toutes les classes d'actifs sur le long terme, ce sont les actions. Vous avez une performance historique de 6 à 7% sur les marchés actions sur le très long terme. Donc, je me permets de pondérer fortement les actions dans mon patrimoine. Donc j'ai 50% de mon patrimoine qui est positionné sur les marchés actions. Et sur les marchés actions, donc j'ai investi dans mon fonds. Puisque l'objectif, comme je le disais quand on a créé l'entreprise, c'est d'avoir un alignement d'intérêt total entre nous et nos clients. Donc si
je ne mange pas mon gâteau, comme ils disent, eat your own cookie, hein. Ça ne fonctionne pas. Donc voilà, donc 50% action, et donc on vise une performance supérieure aux 6-7% que j'avais évoqué tout à l'heure. Et puis après, je la combine avec un autre actif qui me semble très intéressant sur le long terme et qui est très délaissé par les investisseurs patrimoniaux aujourd'hui, contrairement à ce qu'ils faisaient avant 1980. Cet actif, c'est l'or et les mines d'or. L'or et les mines d'or, pour moi, sont un pilier à avoir en tête dans la construction de portefeuille, surtout quand vous constituez un portefeuille pour la durée. L'or vous permet de survivre à toutes les tempêtes financières et vous permet de porter de l'argent dans le temps sans vous soucier des comportements des différentes banques centrales et des comportements de la monnaie papier. Et là, on parle de transmettre. Si vous mettez, par exemple, de l'argent dans un coffre pour vos petits-enfants qui vont l'ouvrir dans 50 ans, eh bien, je ne sais même pas si l'euro aura encore cours. Donc, l'or représentait en 1980 30% des patrimoines. On est descendu à 1% aujourd'hui, avec 40 ans de baisse des taux d'intérêt et donc d'environnement totalement, on va dire, bisounours. Voilà. On était dans un environnement où il y avait plus de guerre, il y avait plus de tension, il y avait plus de défiance. Donc tout ça avait incité à une grande confiance vis-à-vis des États, pas de faillite d'État non plus, grande confiance vis-à-vis des États. Et donc l'or a perdu de son éclat pour les investisseurs internationaux. Donc moi, je reprendrai une belle pondération sur l'or et les minières qui vous permettent d'avoir accès à des actions qui permettent de multiplier la progression de l'or. Donc c'est de l'or avec du levier un petit peu. J'ai pour moitié de l'or physique dans un coffre et puis pour moitié des mines d'or. Donc là, c'est des fonds qui sont investis dans différentes minières à travers le monde. Donc un 50% actions, 20% sur l'or et les minières. Ça vous fait 70% du portefeuille. Après, vous avez sûrement un logement. Donc, moi, je dirais que vous mettez 15%, 20% de votre patrimoine dans votre immobilier. Et vous reste une poche qui sera une poche cash qui vous permet de faire face aux aléas du quotidien et qui vous permet de laisser voir et d'avoir un risque nul. Alors on va se concentrer sur ces 50% oui. en action. Déjà géographiquement et au niveau sectoriel, de quoi ça a l'air? Alors aujourd'hui, si vous investissez dans un indice, dans un tracker Action Internationale, vous êtes à peu près à 70% investi aux États-Unis, d'accord? Et vous allez avoir 12% peut-être sur les pays émergents. Dans le fonds que nous gérons, vous allez avoir 45% sur les pays émergents et 16% sur les États-Unis. Donc vous voyez que vous avez une couleur très différente. Et dans ce fonds, d'un point de vue couleur géographique, encore une fois, la couleur qui est prépondérante, c'est le rouge de la Chine, puisque vous avez une pondération Chine qui se situe autour de 35%. Donc la Chine, pour remettre quand même là aussi les chiffres en perspective, c'est aujourd'hui entre 19 et 20% du PIB mondial. Dans un indice Action Internationale, c'est 3 ou 4% de l'indice. D'accord ? Les États-Unis, c'est 22% du PIB mondial, c'est 70%. À notre sens, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup trop d'argent aux États-Unis et la désaffection par rapport aux actions chinoises ne fait aucun sens par rapport à cette part du PIB venant de la Chine que j'évoquais à l'instant. Oui, il y a une réalité démographique qui fait que les champions de demain sont peut-être ceux où les démographies sont les plus actives aujourd'hui, les plus dynamiques aujourd'hui. Et alors, il y a un effet démographique, mais pas que. Il y a aussi un effet technologique. Aujourd'hui, vous avez un géant technologique qui émerge avec 1,4 milliard d'habitants. Et vous combinez ça à une puissance technologique énorme parce que c'est un pays qui a investi dans son éducation. Donc vous avez le pays qui forme le plus d'ingénieurs au monde par an avec des dépenses d'investissement et de recherche qui sont très élevées
Et le résultat, c'est que vous avez aujourd'hui une puissance de feu qui s'appuie sur un marché qui est très profond, dans lequel la consommation n'est qu'en train de démarrer, puisque la consommation en Chine, c'est 40% du PIB, c'est très loin de ce qu'on a en Europe. Hein. En France, c'est 79% du PIB qui vient de la consommation, donc on n'est pas du tout au même niveau. Ouais. Donc effectivement, on parlait tout à l'heure de ce qu'on avait fait en 2008-2009 en allant chercher la technologie qui était totalement en désaffection pour les investisseurs. À l'époque, c'était l'inverse, hein, tout le monde voulait qu'on soit sur les pays émergents. Aujourd'hui, on est dans un moment où il faut bouger. Et je vois qu'il y a personne qui bouge, d'ailleurs, c'est assez fascinant. Hein. Quand vous regardez, malgré le Liberation Day du 2 avril, il y a eu 40 milliards de dollars qui ont été investis sur les actions américaines pendant ce mois d'avril. Donc c'est comme s'il ne se passait rien. C'est-à-dire qu'on va aller racheter les mêmes valeurs aux États-Unis que celles qu'on avait avant le Liberation Day. Et on ne s'intéresse pas à autre chose. Vous avez des flux colossaux qui se sont portés sur les États-Unis pour que ça représente 70%. Et aujourd'hui, vous avez à peu près 20% des actions américaines qui sont détenues par des étrangers. Est-ce que vous croyez vraiment que les étrangers à travers le monde, qu'ils soient au Japon, en Chine, au Brésil ou en Europe, vont avoir qu'une seule idée, ça va être de continuer à envoyer leur argent aux États-Unis où on les insulte? Pas forcément. Et donc si vous dites je vais peut-être aligner mes investissements avec mes intérêts particuliers, vous allez avoir moins d'argent qui va aller vers les États-Unis. Les Japonais l'ont d'ailleurs déjà très clairement indiqué il y a quelques jours. Et quand vous avez moins d'argent qui arrive, c'est plus difficile pour un marché de progresser parce que vous avez moins de demandes. Et à l'inverse, vous allez avoir plus d'argent qui va revenir en local. Et c'est ça qui risque de faire rebondir les bourses en dehors des États-Unis et notamment les bourses émergentes et notamment la bourse chinoise sur laquelle il y a personne. Au niveau sectoriel maintenant, est-ce qu'il y a des convictions aussi claires dans ce portefeuille d'actions? Oui, alors là aussi, on parlait tout à l'heure du secteur technologique dans lequel nous ne sommes pas investis. À l'inverse, nous sommes investis dans des segments de marché qui sont délaissés et qui nous semblent avoir un très gros potentiel. Le premier secteur sur lequel nous sommes investis, c'est le secteur minier. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas été en mesure d'explorer les sous-sols, mais dans le même temps, nous avons une demande pour les métaux qui progressent. Parce qu'on a besoin de cuivre pour les voitures électriques, parce qu'on a besoin d'or pour nos banques centrales, et donc on a un déséquilibre entre l'offre et la demande, ce qui donne une position, on cherchait, comme on le disait tout à l'heure, des châteaux forts. Vous avez aujourd'hui des sociétés minières qui se retrouvent dans une position de force extraordinaire. Il y a les résultats de Newmont, la principale minière mondiale, qui sont sortis il y a quelques jours. C'est une société qui a des progressions de profit qui sont supérieures à 100% par an. Donc ça, c'est une première conviction très forte. Deuxième idée, c'est que vous allez avoir effectivement une réindustrialisation au niveau local à travers le monde. C'est-à-dire que ça ne va pas être que les États-Unis qui vont réindustrialiser les États-Unis. Ce sont tous les pays dans le monde qui vont recréer leur chaîne de production au niveau local. Pour des raisons géopolitiques, pour des raisons de coûts également, pour des raisons de faiblesse de visibilité. Donc, une relocalisation. Et donc, il y a des entreprises industrielles, donc des sociétés, comme on disait avant, en 2000, de la vieille économie, qui, à mon sens, retrouvent de leur couleur dans cet environnement qui est beaucoup plus favorable aux entreprises industrielles que par le passé. Donc là, je vais penser à des sociétés comme Michelin, qui fait des pneus pour les voitures. Je vais penser à Midea. Midea, c'est une société chinoise qui a racheté KUKA. KUKA, c'est un des leaders de l'automatisation. La robotique va être un enjeu majeur dans ce nouveau monde parce que vous allez devoir faire face à des frais de main-d'œuvre qui vont être élevés. Si vous voulez produire tout ce que vous faisiez auparavant dans les pays émergents, aux États-Unis ou en France, ça va vous coûter beaucoup plus cher qu'avant. Donc, vous allez acheter des robots. Et puis, troisième axe, les sociétés financières.
Alors, je vous le disais tout à l'heure, on a vécu 40 ans de baisse des taux d'intérêt. Ça a été du coup un carnage pour les sociétés financières, que ça soit des sociétés d'assurance ou les sociétés du secteur bancaire. Ça a été très difficile d'avoir des revenus qui justifient même leur activité. Aujourd'hui, vous avez un appel d'air qui vient du fait que on retrouve un environnement de taux d'intérêt un peu plus positif. Et puis, vous avez un appel d'air qui vient du côté de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, il y a des entreprises qui en profitent pour mieux gérer leurs coûts. Et les sociétés de services financiers, aujourd'hui, sont beaucoup mieux à même de gérer leurs risques de prêt, de gérer leurs clients, grâce à tous ces outils qui sont fournis par la technologie et notamment l'intelligence artificielle. Et ces sociétés financières sont en général totalement décotées et délaissées. Et donc, on a à peu près un quart du fonds dans des sociétés financières, qu'elles soient en Asie, comme Standard Chartered, en France, avec Crédit Agricole, ou au Brésil, avec des sociétés comme Itaú, qui est la plus grande banque brésilienne. Voilà. Est-ce qu'il y a comme ça d'autres titres emblématiques qui sont là peut-être depuis le début et qui resteront peut-être même jusqu'à la fin? Alors, dans les titres emblématiques, on a BYD, une autre société que nous aimons beaucoup, on parlait des services financiers, c'est AIA. Donc là, on est toujours sur le secteur, sur la zone Asie. AIA, c'est le leader de l'assurance vie en Asie. C'est une société très très bien gérée et aujourd'hui qui est totalement décotée en raison de la défiance vis-à-vis de l'Asie et des pays émergents. Et puis, on parlait des minières, Newmont. C'est une société très classique, mais ils ont 10% de la production d'or dans le monde. Ils ont fusionné avec Newcrest. C'est, à mon sens, vraiment quelque chose avec lequel vous pouvez dormir pour les 5 à 10 prochaines années. Céline Picmal-Prade a préparé une question pour vous. Pour lui répondre, je vous donne rendez-vous sur notre groupe Facebook Les Traqueurs de l'écho. On écoute la question de Céline Picmal-Prade. Alors, je voudrais demander aux traqueurs de l'écho, est-ce qu'il serait possible d'investir sur le marché chinois en direct? Et est-ce qu'il faudrait le faire à travers des fonds chinois ou est-ce qu'il faudrait le faire à travers des trackers chinois selon eux? Envie de répondre à Céline Picmal-Prade ou d'entrer en contact avec nous? Rejoignez le groupe Facebook Les Traqueurs de l'écho ou écrivez-nous à l'adresse podcast@leco.be. Merci de nous avoir écoutés. C'était Salim Nesba au micro et Julie Garrigue à la réalisation pour Tracker, le podcast Bourse de l'écho. À la semaine prochaine.